Super, comment ça va, Salah? Salut, comment ça va? Ça va, super, on est là, hein. Bien. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très très bien. Oh, bah, c'est super. En tout cas, merci déjà d'avoir répondu présent, hein. C'est cool, ça fait plaisir. On te suit depuis quelques temps. Et pour la bite. Il n'y a pas de Merci. problème, avec grand plaisir. Alors, du coup, tu reviens de vacances? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Je reviens de vacances à Dubaï. Donc, j'en ai profité après mon combat, hein. J'avais fait une grosse préparation, très très grosse préparation pour le combat, parce que j'ai été off pendant longtemps dans le circuit. Fallait revenir. Mhm, mhm. Et comme la prépa a été très 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 dure, et bah, j'en ai profité un peu. Il fait chaud là-bas. Il n'y a pas de confinement. Et voilà, j'ai fait 2 semaines à Dubaï. C'était très très bien. Ah, c'est la vraie vie, en fait. Il n'y a pas de confinement là-bas. Il n'y a pas de confinement, les restos sont ouverts. C'est la vraie vie. Ah, il fait chaud. Franchement, c'est pas Paris, hein. Ah, ça fait rêver. Un autre monde. À l'époque. Ah ouais, effectivement. Et du coup, oui, aussi tu t'entraînes du lundi au vendredi, si j'ai bien compris. C'est bien ça, Du lundi toute la du semaine. lundi au samedi. Du lundi au Et samedi, je m'entraîne. samedi, c'est Ouais, vrai? ce matin, j'étais à l'entraînement ce matin. Ok. Ouais. C'est juste que tu ne fais pas en soirée le samedi, c'est ça en fait. Ouais, le samedi soir, c'est au repos. Ouais, je pense que le samedi matin, on fait des séances de piste. On va courir. Ok, Et ok. après, on est Alors après. comment est-ce que tu es arrivé dans le MMA, dans le milieu du MMA? Alors moi, je suis arrivé un peu par hasard, hein. À la base, je faisais du judo. Je suis arrivé tard dans le judo. J'ai commencé, j'avais 16 ans. Mhm. J'ai commencé le judo. Et de base, moi, j'ai toujours voulu faire de la boxe thaï, plus jeune. Mais mon père voulait pas parce que c'était un sport où on prend des coups, on va être marqué. Et du coup, il voulait pas trop que je fasse de la boxe thaï. Du coup, j'ai fait du judo. C'est un sport un peu plus propre pour lui. J'ai fait du judo un peu à contre-cœur, hein. Enfin, à contre-cœur, c'était pas qui me faisait plus rêver. Donc, j'ai fait des compétitions de judo, ça se passait bien. Je gagnais des compétitions. Mais le problème, c'est j'en avais marre de faire des compètes pour des médailles. Voilà, c'était trop d'investissement pour des médailles. Au bout d'un moment, on veut un retour sur investissement. Du coup, je suis passé au jiu-jitsu brésilien, où il y avait moins de règles interdites par rapport au judo. Et du jiu-jitsu brésilien, ben, j'ai eu des opportunités de combattre aux Contenders de Mhm. Dutch Production. J'ai combattu aux Contenders, j'avais fait bonne impression. Et de là, j'ai enchaîné, je me suis dit, allez, on va se mettre sérieusement dans l'MMA. J'ai enchaîné avec les 100% fight et de là, après, j'ai eu une opportunité de combattre au Moyen-Orient, des Air Force. Et depuis, l'histoire, elle continue Waouh, là-bas. waouh. Ah oui, donc le judo, bah, c'est bien quelque part parce qu'il faut être bon en plus au sol. Donc c'est bien finalement d'avoir Non, commencé c'est par le judo. complémentaire, hein. J'ai pas perdu mon temps, hein. Le judo, je m'en sers pas mal dans mes combats. Je m'en sers beaucoup dans mon jeu de MMA. Le judo, le jiu-jitsu brésilien. Donc, non, non, ça fait partie de ma signature, hein. Ça fait partie de mon jeu aujourd'hui. Et comment t'as connu le JJB justement? C'est comment c'est arrivé Ah, juste après le judo, comment c'est tu arrivé? pratiques. Dans mon club de judo, il y avait un professeur qui s'appelait Alexandre Dabadji, avec qui je m'entraînais en judo. Et, euh, et ce prof de judo, il était aussi prof de JJB à la Courneuve. Donc, dans un club qui s'appelle le Tenchi Budokan. Et Mhm. petit à petit, bah, en fait, quand on s'entraînait ensemble au judo, je voyais qu'il était quand même très en avance par rapport à nous sur la partie sol. Et moi, ça m'intriguait. Je me disais, mais comment il peut être aussi fort au sol? On n'apprend pas ça au cours de judo. Et petit à petit, bah, il m'a ramené dans son club de jiu-jitsu brésilien. On commence à tourner ensemble. Et bah, voilà, Alexandre Davadi, mon premier prof de JJ. Bon, Par la salut. suite, il m'a formé. Donc, Ok, voilà. Et depuis, bah, ok. voilà, j'ai fait du JB, j'ai bien aimé. J'ai continué au NCU avec David Pierre-Louis. Ah oui, David Perlu. Voilà, Oui. figure du jiu-jitsu brésilien en France, hein, très connu. Oui. Voilà. Et après le jiu-jitsu brésilien, bah, je me suis rendu, enfin, c'est pas que je me suis rendu compte, mais la suite logique a voulu que je délaisse un peu le gi pour plus me focaliser sur le sol pour MMA, donc avec le grand impound. Du coup, j'ai fait beaucoup plus de no-gi que de gi. Donc, je me suis arrêté il y a 5 ans, j'ai eu ma ceinture violette de JJB, il y a 5 ans à peu près, pour faire que du no-gi avec les frappes au sol. Donc voilà, j'ai quand même un bon passif au sol quand même, hein. On va dire que je suis une fausse ceinture violette. Et, et l'année dernière, je m'entraînais pas mal chez Renzo Gressi, à New York.
Donc, j'étais à Yeah. la Renzo Gracie Academy, là où, sûrement la meilleure académie au monde pour le sol. Donc, les cours avec John Danaher, avec Renzo lui-même. Donc, Ça fait rêver. voilà. C'était, moi, pour le sol, c'est le top. Faire du sol, c'est la meilleure équipe, franchement. Et tu les as tous rencontrés, la famille Gracie? Enfin, tous, on se comprend, J'en ai mais rencontré pas mal, ouais, j'en ai rencontré pas mal. Je me suis entraîné avec beaucoup de Gracie là-bas. Pas mal. bien, Ouais. bien. Ah, mais c'est un truc de ouf. Et du coup, alors, quel est ton préféré, hein? Moi, je pose toujours cette question. Dans la famille Gracie, on va jouer à cette famille. Quel est ton Bah, préféré? moi, celui avec qui j'ai eu le plus d'affect, c'était Renzo lui-même, hein. Voilà, c'est Oui. le premier que j'ai rencontré et le premier avec qui on parlait. Je lui ai parlé à peine hier. J'ai envoyé un message à Ah, peine hier et tout. Il me disait que reviens quand tu veux à la salle et tout. C'est chez toi. Donc yes. voilà, ouais, Renzo, c'est le plus cool, c'est le plus petit, franchement. Bonne ambiance, bonne humeur. Après, il y a Neyman Gracie qui est au Bellator, qui est Oui. très très fort et très bon esprit. Et ce que j'ai aimé là-bas, c'est qu'il n'y a pas d'ego. Ils sont tous très forts. Et bah, s'ils voient que t'es bon, même si tu les mets un peu en difficulté, etc., ils le prennent bien. Ils le prennent bien et au contraire, c'est bonne ambiance. Tout en Mais étant, pourquoi ici, il y a des débats? dans certaines équipes, il y a pas mal d'ego, ouais, pas mal d'ego quand même. Si, si par exemple, surtout au jiu-jitsu brésilien, je trouve, hein. Si une ceinture moins gradée va mettre en difficulté un plus gradé, surtout devant les élèves, devant tout le monde. En plus, moi là-bas, j'arrive à New York, pour eux, j'étais un inconnu. Donc, dès qu'ils voient ça, dans beaucoup de clubs, il y a des problèmes d'ego chez beaucoup de gens. Or que eux, c'était pas du tout Ok. le cas. Ils l'ont bien Ok. pris. Au contraire, ils m'ont accueilli et ils ont kiffé. Ils ont dit, bah, faut que tu t'entraînes plus avec nous et reviens tous les jours. Ah, ok. Bon. Ok. Ben, je savais pas que tu te perfectionnais Notre aussi à mentalité. l'étranger et tout. Donc, c'est Ah ouais, intéressant de le savoir. c'est une autre mentalité. Ouais. Ok. Ok. Donc, à part le Gracie JJB, tu as été où également t'entraîner? Je me suis entraîné un peu dans une salle de boxe anglaise dans le Bronx. Je fais un peu de boxe anglaise, pas très longtemps, parce que ça me faisait un peu loin que le trajet. J'avais pas trop le temps d'y aller. Et après, après du coup, bah, j'étais chez Renzo Gracie à plein temps. Et puis, pendant un moment aussi, j'ai fait un break par rapport au sport de combat. Pendant un moment, j'ai fait un petit break, je me suis plus entraîné. C'est pour ça que ça a été dur de revenir, ce que je te disais au Ah début. oui. Hmm. Ouais, donc j'ai fait un bon break d'un an, un an et demi même, où je me suis plus Pourquoi? entraîné, plus de sport, plus rien. Un ras-le-bol? Bon, parce que je voulais profiter de la vie, hein, tout simplement. Profiter de la vie. Et j'étais à New York, tout se passait bien. Et voilà, il y a les conséquences de la vie qui fait que quand tu rencontres quelqu'un, tu te mets en couple, etc. Et ben, tu relâches un peu la pression. Mais voilà, maintenant, je suis focus à 100% sur mon retour. Je suis à fond dans le MMA et tout va bien. Je suis de retour. Oui, bah coucou à tous ceux qui nous font des petits coucous depuis tout à l'heure. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. Il est là pour ça. Ce que j'allais dire, c'est que c'est vrai que c'est un métier, c'est un sport plein de concessions, de restrictions et compagnie. On n'y pense pas. Et là, du coup, c'est vrai qu'on pense pas au break, au fameux break là. C'est Ça demande beaucoup de temps, c'est beaucoup de sacrifices. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens s'en rendent pas compte. Il y a plein de gens qui viennent, qui me parlent. Ouais, t'as de la chance, tu fais du MMA, tu voyages, ceci, cela. Je leur disais, mais si j'ai de la chance, fais-le. Si c'était autant la chance que tu le dis, tout le monde le ferait. Alors qu'on n'est pas si nombreux à le faire, tu vois. Et c'est énormément de sacrifices. C'est des régimes, tu vas à l'entraînement au lieu d'aller en soirée ou de voir tes amis, ou même là en plein hiver, là, tu vois comme il fait froid. Ça me fait pas plaisir d'aller à l'entraînement. Il fait froid, ça peut pas envie de sortir. Et tu y vas quand même, c'est de la discipline. Et les gens s'en rendent pas compte. Du coup, bah, quand je suis arrivé à New York, au début, je m'entraînais un peu, etc. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, et voilà, j'ai voulu faire un break, j'ai fait mon break. J'ai sûrement ça fait fait au du bon bien. moment. Ça m'a fait du bien. Ouais, je le regrette pas vraiment. Je le regrette pas vraiment. Après, pour être honnête, au début, j'avais pas l'intention de faire un break. Je voulais combattre. On m'a fait des propositions à New York, mais je trouvais que c'était pas les opportunités qu'on proposait, elles étaient pas intéressantes. Donc, soit on m'envoyait un peu au casse-pipe, Mhm. donc contre des mecs quand même très très forts avec très peu de temps de préparation, ou soit ça payait pas assez.
Parce que voilà, moi, je vais être clair, je combats pas pour le plaisir, hein, je combats avant tout pour l'argent. Et si j'y retrouve pas mon compte sur le cash money, je combats pas, tout simplement. Parce que quand on fait une préparation, ça demande de l'argent aussi. C'est beaucoup de temps, hein, c'est du temps dans lequel tu aurais travaillé. Maintenant, je travaille pas, je suis entraîné. Donc, je pense plus de combattants devraient refuser des primes dérisoires pour se faire respecter un peu. Moi, c'est ce que je pense. Ok, ok. Voilà. Bon, effectivement, c'est une autre philosophie. J'en ai eu d'autres qui me disent Une autre chose. philosophie, moi, je connais, hein, je le dis clairement. Hein. Non, mais c'est Voilà. vrai, je comprends, Après, voilà, je c'est un prends du métier. plaisir à m'entraîner. Je prends du plaisir à m'entraîner, etc. Mais je pense qu'on prend du plaisir quand on s'entraîne, quoi, 3, 4 fois par semaine. Mais quand on s'entraîne 2 fois par jour, c'est plus du plaisir, c'est un travail, quoi. C'est ce que je Oui, pense. Ouais. effectivement. Tout Donc quand là, c'est ce qui un t'a poussé à revenir, Ce qui m'a poussé à revenir, oui, bah, je suis revenu sur Paris. J'ai vécu quelques petites périodes difficiles où voilà, c'est la fin du rêve. Hein, j'étais aux États-Unis, tout allait bien. Tu reviens sur Paris, tu prends un petit choc, c'est le confinement. Et voilà, à moi de base, j'avais une formation en finance. Hein, je bossais en tant que trader. Je suis revenu sur Paris, le marché était un peu tendu, pas trop d'opportunités. Puis je me suis dit bon, c'est peut-être le moment de reprendre un truc que tu as arrêté, pas avoir de regrets. Je me suis dit allez, on va reprendre le MMA. Et au-delà de ça, le MMA, ça m'a permis aussi de traverser cette période un peu compliquée que je traversais. Donc je me suis focus là-dessus et ça m'a beaucoup aidé. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai commencé à perdre du poids parce que j'étais quand même assez lourd. J'étais monté à 105 kilos alors que je ah combats à oui, 84. Alors que je combats à ah 84. oui, ah ouais, J'ai perdu 21 kilos pour le combat. Et voilà, bah, je me suis focus là-dessus à 100%. Et bah, c'est tout bénef. Je me disais, voilà, je fais du sport, ça me met de bonne humeur, c'est bon pour ma santé, etc. Et bah, je retrouvais le plaisir de m'entraîner. Honnêtement, je retrouvais du plaisir, etc. Et bah, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, faut revenir au combat, parce que voilà, moi, j'aime pas faire les choses à moitié. Je me suis dit, allez, on va revenir, on va recombattre. Voilà, j'avais des trucs à me prouver à moi-même aussi, je pense. J'avais des trucs à me prouver, et voilà, sur le combat, je voulais être sûr que j'avais encore ça en moi, que je pouvais recombattre. Ça faisait 3 ans que j'avais pas combattu. Et voilà, je suis revenu dans la scène, hein, je suis de nouveau dans le game, comme on dit. Hein. petite Et question, maintenant, voilà. Ouais. petite question pour rebondir sur ce que tu as dit. Si par exemple l'UFC t'appelle il te dit dans 15 jours il faut combattre, qu'est-ce que tu fais? 15 jours. Qu'est-ce que tu fais dans 15 jours? Bah, honnêtement, Il y a les conditions financières, ce que mais je fais d'abord, je t'appelle Hatch. C'est mon coach, mon head coach, Hatch. Parce que si je dis oui, il va me tuer. Donc, il est de bons conseils. Il a toujours été de bons conseils pour la team. Hein. C'est comme un gros frère. Hein. Franchement, je l'appelle, on se concerte en équipe. Et puis voilà. Après, honnêtement, je vais vous dire honnêtement, moi, euh, j'y pense même pas à l'UFC aujourd'hui. J'y pense même pas. ok. J'ai les pieds sur terre. Voilà, Mhm. j'ai mon orga. Il y a l'UAE là avec qui il y a des choses à faire. Donc, on va voir ce qu'il y a à faire chez eux. L'UFC, ce sera pour plus tard. J'y pense même pas. En tout cas, aujourd'hui. Ok, Voilà. ok. Mais parlons un peu du club, la Hatch Academy, hein, du coup, parce Ouais. que du coup, je vois un petit peu, on comprend un petit peu ta relation avec Monsieur Hatch. Je voudrais savoir, comme tu viens de dire, c'est un grand frère. Il te conseille pour tes choix de carrière, pour d'autres choses. Il est là comment? Franchement, c'est quelqu'un on peut parler de tout avec lui. Et après, il est très très sérieux, quoi. On rigole avec lui, mais tout en restant studieux. Et ouais, il me conseille clairement sur les choix de carrière, même pour le dernier combat que j'ai fait. Avant tout, je lui en parle. Avant n'importe quelle signature, je dois lui en parler. Il me dit ce qu'il en pense, voilà, si c'est bien pour moi ou non, etc. Lui, il est très modéré. Voilà, il fait pas des plans sur la comète. Donc, tu sais, parfois, nous, les fighters, on va vite dans notre tête, hein. Et justement, il faut quelqu'un comme ça qui a plus de recul, qui est plus posé. Et voilà, il a de l'expérience aussi. Hein, c'est aussi il a la casquette de l'organisateur, du coach, donc, qui lui permet d'avoir un peu plus de recul qu'on n'a pas nous. Du coup, bah, il nous empêche d'aller dans des traquenards. Enfin, parce que beaucoup de gens vont dans des traquenards hein, quand ils vont combattre. Il nous empêche pas mal de choses comme ça. Donc, il me conseille beaucoup sur ma carrière sportive. Et je peux lui aussi lui parler de choses personnelles et il écoute. Hein, franchement, c'est un petit rapport psychologique. On Ok, peut lui parler. ok. Ouais. Voilà, Donc il y a franchement, d'autres personnes qui encadrent? ouais, il y a plusieurs coachs. Hein.
Il y a Boris Johnston, qui est coach de MMA. Il y a Arnaud Templier, donc coach de kickboxing là-bas. Il y a Johnny Frachet aussi, deuxième coach de MMA. Il y a Naufel Lou, avec qui je me prépare beaucoup aussi en prépa physique. Donc voilà, ça c'est les encadrants de la Hatch Academy. Et il y a aussi Ramzi, qui est coach de boxe anglaise aussi. Voilà, ça c'est tous les encadrants de la Hatch Academy avec qui on travaille. Donc une bonne équipe. Ok. Bon, bah ça vraiment, moi j'ai déjà échangé avec chacun, pardon, j'ai pas entendu. Chacun est un personnage à part, quoi. Chaque coach, ouais. Donc, si je comprends bien, si d'autres managers te sollicitent, tu diras non. Bah, on parle avec Hatch. C'est Hatch le boss, c'est lui. C'est bien. La moindre opportunité que j'ai, etc. Ça peut être sûr. J'envoie directement à Hatch, c'est le premier informé. On en discute ensemble autour d'une table. Et voilà, on règle ça en famille, quoi. Ah, c'est cool, il y a une belle fidélité parce qu'on peut entendre parfois aussi que beaucoup disent que les autres partent et ils font plus attention à ceux qui les ont, entre guillemets, fait naître, hein, tout simplement. Ouais. Après, Hatch, on lui fait confiance parce qu'il nous a donné sa confiance, il nous responsabilise. Et voilà, nous on sait que c'est pour notre bien, hein. Nous, on l'a toujours dit, hein, c'est pour notre bien, toutes les décisions qu'il prend. Donc à partir de là, on lui fait complètement confiance. Ok. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ta victoire, ta récente victoire à l'UAE Warrior. Alors, de toute façon, on te suit depuis quelques temps à l'UAE Warrior, notamment. C'est là où j'ai commencé à te découvrir. Et j'ai regardé, j'ai suivi. Bon, quand t'as gagné, forcément, je crie toujours, moi. Un peu comme ça. En plus, moi, tu vois un peu la merde hein, quand je gagne les combats après. Hein. À chaque fois, je crie, c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti là? Parce que j'ai quand même eu l'impression que là, t'as bien bossé et c'était vraiment une réelle victoire pour toi. Bah ouais, ce combat-là, honnêtement, j'avais bien préparé, j'étais sûr de ma préparation. Après, c'est compliqué de revenir après 3 ans sans combattre, presque 2 ans sans s'entraîner. Tu reviens, c'est compliqué, tu sais que les gens ils t'attendent, ils te regardent. Au Moyen-Orient, c'était pas mon premier combat, c'est vraiment que je suis au Moyen-Orient quand même. Du coup, les gens ils m'attendaient. Et surtout que mon dernier combat, avant celui-là, j'avais combattu pour une ceinture, un combat que j'avais perdu. Du coup, pour beaucoup, bah, j'étais fini, quoi. Pour beaucoup, j'étais fini. Ils devaient se dire, voilà, ça là, il revient, il va sûrement refaire. Alors que, voilà, je savais que j'étais attendu, mais d'un côté, voilà, j'avais la prépa que j'avais fait, j'étais très préparé. Et j'avais une revanche à prendre avec moi-même aussi. Franchement, voilà, dans ma tête, c'était impossible que je perde ce combat. Et c'est pour ça, je pense que j'ai bien dominé le combat. Je me suis pas senti en danger. Je l'ai gagné. C'était un peu, pas une délivrance, parce que dans ma tête, c'était le scénario que j'avais imaginé. Hein. Je m'attendais à gagner le combat, honnêtement. Mais ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. C'est le fait d'être revenu, quoi. De me retrouver, d'être de nouveau dans le game. C'est ça qui m'a fait du bien. C'est pas forcément la victoire, parce que la victoire, honnêtement, je m'y attendais. C'est le fait de revenir et d'avoir fait bonne impression. Ça m'a fait une délivrance. Ah ouais. Bon, après voilà. Moi, j'aime bien jouer avec les caméras, j'aime bien jouer. Là, il n'y avait pas beaucoup de public, mais voilà. J'aime bien me faire remarquer avant le combat et après le combat. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. Et ils aiment bien ça là-bas, de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'ils m'appellent toujours aussi, je pense. Donc voilà, il faut faire un peu de spectacle. C'est pour ça que les gens ils regardent. C'est important. Et est-ce que pour toi, le doute, c'est l'ennemi du combattant? Ça dépend, c'est propre à chacun. Le doute, il y en a, ils s'en nourrissent. Hein. Il y en a, ils se nourrissent du doute, ça leur permet d'avancer. Il y en a, s'ils doutent pas, ben, c'est là qu'ils vont commencer à se reposer sur leur acquis. Moi, personnellement, j'imagine toujours le pire scénario. Après, je laisse pas le pire scénario me dévorer. Mais je me dis, voilà, la défaite, elle peut arriver. C'est quand j'ai combattu pour ma ceinture il y a 3 ans, là, et que j'avais perdu le combat, ben, je pense que je l'ai perdu parce que je doutais pas. Tu vois, j'étais sûr de gagner ce combat. J'étais surpréparé et j'ai tellement pas douté que j'avais pas respecté le game plan. Tu vois? Oui. Et tu vois, avec le temps, bah, tu réfléchis, là, ça fait 3 ans bientôt maintenant, et bah, j'ai appris la leçon. Et maintenant, je me dis, bah, tu peux toujours perdre un combat, même si tu es 100 fois plus fort que le mec. Et il faut laisser cette part de doute, je pense. Il faut laisser la possibilité du scénario de la défaite. Et c'est pour ça qu'à là, ce combat-là, j'ai pris 0 risque. Franchement, j'ai pris 0 risque. Et voilà, je me disais, hein, sur ce combat-là, je me disais, bien sûr, ouais, c'est possible, tu peux perdre.
Et franchement, je te dis la vérité, si je perdais, c'était un peu relou. Mais voilà, faut pas se laisser dévorer par ça. Franchement, je suis arrivé, j'ai fait mon entrée, j'étais confiant. J'étais très confiant. Ça veut pas dire que je respecte pas ou que je vais le prendre à la légère, parce que j'ai fait une grosse prépa. Mais Mhm. voilà, faut être sûr de soi. Tu sais comment tu as travaillé, tu sais. À un moment, c'est comme un examen. Hein. Si t'es prêt, t'es prêt. T'es pas prêt, t'es pas prêt. Là, en l'occurrence, j'étais prêt. Donc voilà, on doute plus. On rentre dans la cage, on Ok. doute plus. Ouais. Ok. Et mon autre question concerne le game plan, parce que c'est vrai qu'à la base, vous travaillez, vous avez déjà tout un processus à plus ou moins respecter. Comment c'est possible? Enfin, je sais pas, est-ce qu'on se laisse submerger par des émotions quand on respecte pas le game plan ou je sais pas, la dernière fois que tu as eu ton combat et que tu l'as pas respecté, c'est pourquoi? Parce que Ah, tu t'es laissé C'était prendre. c'était de l'orgueil. C'était de l'orgueil, j'ai pas Ah, respecté mon orgueil. Après, voilà, ça fait partie des erreurs peut-être de jeunesse, hein, je sais pas, c'est une erreur qu'on fait dans la carrière. Mais ouais. voilà, mon adversaire a eu il y a eu beaucoup de trash talking avant le combat. On Mhm. s'était beaucoup insulté, etc. Ah ouais. Moi, personnellement, je l'ai fait pour faire monter un peu la sauce, tu vois. Et ça m'a permis justement de négocier le contrat en plus, hein, donc c'était tout bénef. Mais ouais, après, bah, vu qu'il y a eu beaucoup de trash talking, etc., arrivé au combat, on m'avait donné un game plan bien prédéfini où j'étais sûr de gagner mon combat comme ça. Et voilà, moi je suis quelqu'un un peu d'orgueilleux et mon orgueil a parlé pendant le combat. J'ai voulu, on m'avait dit de pas l'amener au sol rapidement parce que c'était un spécialiste du Mhm. sol. J'ai voulu le battre dans son domaine, au sol. Donc il l'a amené au sol. Et voilà, bah, je me suis fait avoir, je me suis fait soumettre. Tout simplement. Donc maintenant, j'ai appris la leçon, c'est faut respecter le game plan. Et après, on fait l'orgueil si on veut. Une fois qu'on a Ok. gagné. Ah, Il y a beaucoup de combattants qui ne veulent pas jouer le jeu du trash talking. Euh, ouais. toi, visiblement, ça ne te pose pas de problème et en plus, tu confirmes que ça permet de négocier des contrats. Bah, clairement, après, ça dépend qui t'es dans où tu combats. Moi, je fais du trash talking. Je combats beaucoup au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, tu sais, ils sont un peu sanguins. Ils aiment bien justement ce côté trash talking, ce côté un peu franc-parler, direct. Ils aiment bien aussi voir la bagarre, etc. Du coup, ouais, faut donner ce que le public il veut. Le public, en l'occurrence, là, il voulait du trash talking. Je leur en donne. On a créé une rivalité. Après, moi, personnellement, l'adversaire en face, je le connais pas, je m'en fous. Ça m'atteint pas. Mais voilà, on joue le jeu. Voilà, moi, au Moyen-Orient, j'ai cette image du méchant un peu, du, du mec un peu arrogant. Et j'en joue, ça me fait rire. Et puis voilà, si ça me permet de négocier mes contrats, c'est tout bénef. Moi, en l'occurrence, le combat que j'ai eu pour la ceinture, ça m'a permis de bien négocier quand même. Et, Ok. et je pense que parmi tous les Français qui ont combattu au Moyen-Orient, je pense que je suis parmi ceux qui gagnent le plus sur mes contrats. Donc, et c'est la raison pour laquelle aussi, même au Moyen-Orient, ils me suivent pas mal quand même. Il y a quand même pas mal de gens qui me suivent là-bas. C'est parce que, voilà, je me suis fait un nom. Maintenant, je passe pas inaperçu quand je combats là-bas et ils aiment bien me voir combattre. Parce que t'as la moitié qui veulent me voir me faire casser la gueule et t'as la moitié ça leur fait rire que je parle et que je gagne et que je fasse un peu de show. Ok. Voilà. Après, Ouais, c'est vrai. c'est C'est un vrai. jeu à double tranchant. Hein. Faut Oui. prendre du recul. Faut pas que ça t'atteigne. Hein. Moi, mon dernier combat, Mm. quand je l'avais perdu, si je te dis tous les messages que j'ai reçus sur Instagram, que des insultes, parce que le mec que je vais raconter en plus, il avait une énorme fanbase. Toutes les insultes que je recevais, faut pas que ça t'atteigne, quoi. Faut que tu t'en foutes. Moi, ça faisait partie du jeu. Moi, ça faisait partie du jeu, j'en rigolais. Voilà, ça me faisait rien. Et si t'es sensible à ça, faut même pas faire du trash talking. Hein. C'est clair. Donc, voilà. C'est clair. Ok. Ah oui, en plus, ah oui, d'accord. Bon, on en découvre des choses. Bon, on imagine, hein, parce que je sais quand même que le Ouais, public est très exigeant et très, très exigeant d'ailleurs, le public du MMA, ça et que veut quand il se passe quelque chose, on le voit bien avec McGregor, hein. Comment ça se passe derrière, dire. super. Highlight Michel, ouais, pareil. Après, bon, je pense pas que quand t'es un athlète, etc., je pense que tu faut prendre du recul. Il y a le combattant, il y a l'humain. Tu vois, Mhm. combattant, aujourd'hui, tu peux pas être juste un combattant dans une cage, ça suffit pas. Faut que tu crées un univers où on a envie de te voir, te regarder.
Et ça se voit de plus en plus. Tu as des combattants, je t'en cite un comme ça, mais tu as Morgan qui a très bien compris ça. Morgan Charrière. Oui. Tu vois la fanbase qu'il a, c'est incroyable. Mm. Et maintenant, lui, il est même plus dans le stade du combattant, et c'est autre chose, tu vois. Maintenant, il est reconnu parmi des gens qui sont même pas dans le milieu du MMA. Oui. Mais c'est ce qu'il faut viser, lui, il a tout compris. Lui, il a tout compris. Et si t'en arrives là, t'as tout gagné. C'est vrai que là maintenant, il y a côté sportif, il y a les réseaux sociaux, il faut Les être réseaux un peu sociaux, partout pour pouvoir tout gérer. bah oui, faut jouer important. Quand t'as l'occasion d'avoir une conférence de presse, etc., ça c'est une opportunité pour te faire connaître. Tu vois, même une interview, etc., c'est une opportunité pour que les gens ils disent, ah, mais ce mec-là, je l'ai entendu parler, c'était bien. Allez, on va le suivre, on va voir ce qu'il propose. T'as des mecs qui sont suivis, pourtant, c'est même pas les meilleurs combattants. Et t'as des meilleurs combattants, personne ne les connaît, parce qu'eux, ils jouent pas des réseaux sociaux. Ils jouent pas de tout ça, et ça, ils n'ont pas compris le truc. Ouais. Faut que les meilleurs. Effectivement. C'est pour ça qu'avec MMA Story France, notamment, on essaie de mettre en lumière les combattants français, notamment tous ceux qu'on peut qui sont dans des clubs français, parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de visibilité. Exactement. Exactement. On n'est pas assez vu, on n'est pas assez reconnu. Et heureusement qu'il y a des médias comme vous, hein. Heureusement qu'il y a des médias comme vous qui mettent en avant des combattants. Hein. Franchement, que nous, on a perçu. Hein. Surtout maintenant, avec la légalisation, je trouve que c'est la Maintenant, base. c'est C'est la base. légalisé. Ouais. Ça va exploser, je pense. Ça va exploser, ça va exploser. Il y aura une nouvelle vague, à mon avis. Ouais. Oui, forcément. Dans ton club, il y a également Saladin Sarnas, Ouais. avec qui je pense que c'est des sparring de temps en temps. Ouais. On a fait un sparring à peine hier. Il m'a un peu marqué à l'œil, ça se voit. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est lui, ça. Hein. Je sais pas si on peut voir. Pourquoi il a fait ça? Ah, il est méchant. Hein. Mais non, je rigole. Mais ouais, Saladin Parnasse, il est jeune, c'est un prodige, et c'est un exemple, je dis la vérité, c'est un exemple pour nous tous à la salle, parce que c'est un travailleur. C'est un travailleur, c'est pas juste un mec qui a un talent, c'est un mec c'est le plus bosseur de la salle, alors que il fait partie des plus jeunes. Moi, personnellement, je m'en inspire. Alors ouais, ça peut arriver qu'on fasse des sparring, on n'en fait pas trop souvent parce que je suis quand même beaucoup plus lourd que lui. Il a ses sparring partenaires. C'est à la Hatch Academy, on a deux pôles. On a un pôle des poids moyens lourds et un pôle des poids légers. Donc moi, je suis le côté poids lourd, lui, les côtés poids légers. Mais ouais, Saladin Parnasse, ouais, c'est le prodige de la salle. Ça, même en France, hein, c'est pas que de la salle, hein, c'est le prodige français. Et ouais, c'est un gros travailleur. C'est un exemple. Franchement, c'est un exemple pour tous les combattants. Ok. Et qu'est-ce qu'il a dit là? Enfin, ça va, il s'est remis de sa défaite. Ouais, non, là, il est concentré. Hein. Et au contraire, ça l'a donné encore plus de motivation pour revenir. Hein. Et ça, je me fais pas de soucis pour lui. Il va revenir, il va récupérer sa ceinture. On en reparlera dans 3 mois. Ouais, on lui fait confiance. Ouais. Il y a quelqu'un qui a écrit un petit message, Yann Kouadja, qui dit de lui faire une dédicace parce que visiblement. Yann Kouadja, c'est mon sparring partner. C'est le mec avec qui je m'entraîne tous les jours. Il m'a beaucoup aidé dans la préparation. Et s'il veut une dédicace, la meilleure dédicace que je peux lui faire, il va comprendre, c'est il va comprendre lui-même. Oh là là, c'est vrai. C'est un des mecs qui m'aide le plus dans mes préparations de combat. Ouais. Est-ce que tu as suivi les premiers événements qui ont eu lieu en France? Il y a eu le Bellator. J'avais pas regardé le premier événement qu'ils avaient fait à Vitry. Parce que, je vais être honnête avec toi, moi je regarde par affinité les combattants. Si y a un mec que je connais, que j'aime bien, je vais regarder. Mais là, il n'y en avait pas de combattants que je suis particulièrement. Mais j'avais regardé le Bellator. Il y avait pas mal de combattants français que j'aimais bien. Il y avait des combattants de la Hatch Academy. Il y avait Fabakary Diatta qui a combattu, qui a gagné son combat. Il y avait William Gomis qui devait combattre, il n'a pas pu combattre à cause du Covid. Hein. Son combat il a été annulé. D'ailleurs, il fait un peu là. Il y avait Emmanuel Dawa aussi que j'ai suivi, qui avait combattu. Il y avait Lucie Berthaud. J'avais suivi un peu tous les Français combattre. J'avais suivi un peu tous les Français et voilà. J'avais regardé ce combat-là, cet événement en direct. Et c'est rare que je regarde des événements en direct. Donc celui-là, c'est vrai? Ouais, je regarde pas trop.
Et là, ce soir, ce soir, dans la nuit, là, UFC, non? UFC là? Ouais, c'est ça? Non, je pense pas que je vais regarder, je vais dormir. Sérieux? Ah, moi, je dors pas la nuit, moi. Dimanche, c'est mon jour de repos. Dimanche, c'est mon jour de repos, je vais dormir. Je vais regarder la rediff. Je vais le regarder en Ouais. rediff. Ouais. Oui, mais quand tu regardes la rediff, t'as déjà le résultat ou pas? C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Bah, parce que tu te connectes sur ton téléphone, tu regardes Instagram, tu les s'affiche. Mais ouais, non, le résultat, je le rends en avance, c'est sûr. Mais je vais regarder quand même. Je vais regarder. Oui, parce que c'est vachement Je veux intéressant. pas, Ousmane. parce qu'il faut rester réveillé jusqu'à quoi? Ça va commencer tard, hein. Oui, oui, Ouais. comme d'hab. Donc, ouais, voilà. Donc, quand j'étais aux États-Unis, je l'ai regardé, hein. Quand j'étais aux États-Unis, je l'ai regardé parce que j'étais dans la Avec bonne le... heure, quoi. Et là, je restais réveillé jusqu'à 5 heures du matin. Oh, 6 Ah, heures au moins, même. ouais, S'il n'y a pas trop de chaos, on va à 6 heures. Hein. je vais dormir, hein, c'est ça. Là, quand ça lundi, je repars à l'entraînement bien. Ouais, moi, j'ai hâte de regarder parce que Ousmane et Burns étaient Ça, coéquipiers. c'est le combat à regarder, hein. Ouais, Ousmane et Burns, c'est le C'est combat à chaud. regarder. Ouais, c'est deux anciens partenaires en plus. C'est le combat à regarder. Et je préfère mon lit. Je préfère Et toi, dormir et... Tu me je disais? comprends. Moi, je comprends. Je disais, et toi, tu pourrais combattre avec quelqu'un qui était ton partenaire? Franchement, non. Honnêtement, un mec avec qui je me suis entraîné, etc., non, je ne combattrais pas avec lui. Non. Il y a tellement de combattants avec qui combattre. Non, non, je refuserais le combat. Ouais, je Des liens. comprends. Et, surtout, entraînement, tu crées des liens affectifs, etc. On échange, on s'apprend des trucs et tout. Donc, personnellement, moi, je ne pourrais pas combattre un mec de ma salle. Un ancien mec de ma salle, je ne pourrais pas combattre. On est Ouais, tellement parce que nombreux dans le forcément, marché. On est tellement nombreux dans le marché que tu peux trouver quelqu'un d'autre si tu veux. vous connaissez vos petits trucs aussi. Donc, On quand connaît c'est le comme ça, truc, c'est un peu... tu connais le jeu, etc. Et puis après, c'est pas du tennis, hein, c'est un sport violent, on se tape dessus. Et moi, quand je combats, personnellement, je mets pas de cœur. Hein. S'il faut le mec que je dois l'ouvrir, je dois l'ouvrir. Et tu vois, pour moi, le mec en face de moi, c'est un inconnu. Et donc, faire ça à un mec avec qui je me suis entraîné, avec qui on a échangé, je pourrais pas, c'est faussé, quoi. Pas ouvrir l'arcade Ok, d'un mec avec qui je me suis entraîné, quoi. c'est bizarre. C'est bizarre, mais je vais le faire ce soir, c'est chaud. C'est vraiment bizarre. Mais bon, effectivement, hein. Il y en a certains qui sont pas gênés, d'autres aussi. Bon. Ah, ok, Non, non, moi, je pourrais pas. Ouais. ok, ok. Alors, aussi, je voulais, donc, tu m'as dit que tu avais, ah oui, quelque chose que tu as dit dès le départ qui m'a interloqué. Ta famille n'était pas trop pour que tu fasses un sport qui marque. Là, tu À la fais un base, sport qui peut marquer. j'ai fait le pire, je crois, ouais. Ouais. Comment, À la base, comment est-ce qu'ils le vivent? non, maintenant, ils ont accepté, hein. Maintenant, ils ont accepté, parce que déjà, j'ai plus de 18 ans. Et aussi, parce que voilà, ils voient que c'est professionnalisé, que je suis pas ça pour des médailles non plus, que voilà, ils te voient à la télé aussi, hein. Et pour eux, c'est un peu une fierté, quoi. Ils te regardent et tout. Même si ma mère, elle n'arrive pas à regarder mes combats, Mm. ah, c'est trop dur pour elle. Mais c'est quand même une fierté, tu vois, quand on te voit à la télé, etc. Et dans le fond, ils kiffent. Dans le fond, ils kiffent bien. Donc maintenant, voilà, ils m'encouragent à combattre. C'est plus comme avant, ils ont changé d'avis là-dessus. Ok. Un petit coucou à Gym Factory de Casablanca qui est là. Ah, On c'est a tout, pas j'ai mal pas de de personnes. Petit coucou. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, hein, c'est ouvert, hein, vous avez le droit. Hein, il est là pour ça, on peut discuter tous ensemble avec grand plaisir. Alors, en fait, tu as quel âge? J'ai 27 ans maintenant. Donc, je 27 suis. ans. Ok. Ouais. Et tu as commencé le MMA à quel âge? Je pourrais pas te dire le MMA exactement. J'ai commencé le sport de combat à 16 ans. À 16 ans. À Et 16 ans. Le MMA, ça s'est fait dans la foulée. Je pourrais pas te dire exactement. Peut-être à 19 ans, 20 ans, peut-être. ok. Après, il y a eu des périodes de break, j'ai eu des périodes de blessures. J'ai eu des grosses blessures à certaines périodes. Et la période de break que je t'avais dit au début quand j'étais aux États-Unis. Ouais, bon, t'es dans la bonne période avec la légalisation et tout. Là, Il y ouais, a là, du tu sais, la légalisation, ça a beaucoup joué aussi dans mon idée de revenir pour combattre, etc. Parce que je pense pour beaucoup de combattants, il y a un train à pas manquer, hein. C'est maintenant. C'est C'est maintenant. maintenant. Ah, il faut se préparer pendant ce confinement, etc. Faut bien se préparer. Il y a des opportunités. Il y aura plein d'opportunités pour tous les fighters, je pense.
dès que le confinement il sera derrière nous, il y aura plein d'organisations, je pense, en France. Donc, Oui, tout à fait. Mm. Là, elles sont juste bloquées avec avec cette histoire de confinement parce que ouais, souvent voilà. ils sont obligés de le faire à huis clos et Ouais, il puis y aura c'est il y a pas mal d'événements. Ouais. et puis il y a la fédération qui fait un gros travail aussi Ah derrière. ouais, Donc, est-ce que clairement. tu as vu des choses évoluer dans ton statut de combattant depuis la légalisation ou pas du tout? Bah déjà, moi, ça m'est pas encore arrivé. J'espère que ça m'arrivera jamais. Tu sais, par rapport aux blessures, maintenant on est couvert. Tu Mhm. vois, on a une assurance, etc. Donc, si demain tu dois te faire opérer, bah voilà, tu sais que tu es couvert par ta licence, quoi, dans laquelle tu as une assurance. Ça, c'est grave important, je trouve, pour tous les combattants. Et au-delà de ça, bah, tu sais, maintenant, avec la licence pro, confinement ou non, je peux m'entraîner légalement, même après le couvre-feu. En cas de contrôle par la police, je leur dis, voilà, je suis combattant pro, je leur montre ma licence. Je n'ai pas à réfléchir, je n'ai pas à être inquiet ou aller en cachette m'entraîner. Je sais qu'il y en a plein qui peuvent pas s'entraîner aujourd'hui, etc. C'est dur pour eux. Mais voilà, quand tu es pro, ben, maintenant, grâce à ce statut, on s'entraîne légalement, tranquillement, et ça, c'est un gros, gros, gros changement. Ouais, Et ça, franchement, ça m'a permis de grave progresser pendant cette année parce que voilà, dans la salle, on est qu'entre pros maintenant. Donc forcément, les profs, ils ont un œil plus assidu sur nous, etc. Et ça fait une progression plus rapide. ok. Donc il y a Et un au petit niveau, changement. et au niveau des sponsors, est-ce qu'il y a eu du changement? Non, par rapport aux sponsors, c'est pas encore ça. Je pense que le sport, il n'est pas encore à maturité pour des sponsors. Je pense que ça viendra d'ici peu. Mais par rapport aux sponsors, non, il y a pas encore eu de changement. Ok, ok. Bon, bon, je Ouais. suppose Ça que viendra. Hatch va reprendre. Je suppose que Hatch va reprendre ses événements après le Ouais, confinement, j'espère. il attend que ça, il attend que ça. Hein. Il attend Ouais. que ça. On attend tous, on attend tous, Ah on ouais, attend tous. Là, franchement, c'est long, hein. c'est C'est clair. vraiment Ouais. long. Si, si le confinement y passe, même moi, j'aimerais bien combattre en France, sous les règles du MMA. Parce que voilà, Mhm. j'avais commencé en France, je combattais plus en France parce que voilà, il y avait pas de cage, j'avais pas de règles, c'est le pancras, Oui, ça m'handicapait un peu par rapport à mon jeu, etc. Du coup, c'est pour ça que je combattais plus en France. Il y a énormément de monde qui me demande, ouais, on aimerait bien te voir combattre en France, etc., etc. Tu vois, des proches à moi, etc. Donc, même moi, j'attends la légalisation. Enfin, la légalisation, c'est fait, mais j'attends l'autorisation de pouvoir refaire des combats, etc., remplir des salles pour combattre en France. J'attends que ça. ok. Est-ce que tu connais la date de ton prochain combat, l'UAE Warrior, ou pas encore? Bah, franchement, c'est en négociation. Je pourrais pas te dire, il y a une date. Enfin, c'est en train de discuter, quoi. Il y a eu D'accord. des opportunités, il y a eu des opportunités, même pas que l'UAE Warrior, hein, il y a eu d'autres opportunités ailleurs. Et voilà, là, c'est en négociation. Je te laisse, euh, je te laisse peaufiner le contrat, le finaliser. Et dès que c'est fait, bah, j'en parlerai. Mais là, pour le moment, il n'y a rien de signé. Ok, bah faut pas hésiter en tout cas à nous transmettre les infos, hein, comme Dès ça que nous c'est on fait, relève, ouais, nous soutient. dès que c'est signé, je te le dis. Ouais. Ouais, super. Alors, je voudrais aussi te demander, la première fois que tu as vu l'UFC ou le Pride, j'en sais rien, Ouais. est-ce que tu en as un souvenir? Ah, c'était première année de judo, je crois. La première année de judo, j'avais vu ça. Je crois que j'ai même plus. Je pourrais pas dire un combat en particulier, mais le combat le combat peut-être qui m'avait marqué, c'était Bob Sapp et Nogueira à l'époque du Mhm, Pride. Puis un des combattants que j'aimais beaucoup, voilà, qui m'a beaucoup fait aimer le MMA, il y avait Frank Mir. mhm, oui. Frank Mir, c'était le combattant que je me suis beaucoup inspiré. Je regardais beaucoup ses vidéos. C'était le combattant que j'aimais beaucoup. Puis après, voilà, j'avais beaucoup suivi Fedor aussi. Je pense qu'on a tous regardé Fedor. C'était le mec c'est un super héros, quoi. Donc, Ok. voilà. Et pour toi, c'est qui The GOAT? Enfin, donne-moi trois noms de combattants que tu considères comme The GOAT. Euh, à travers les époques, c'est dur à dire. Hein. Aujourd'hui, moi, je dirais The GOAT. Aujourd'hui, je dirais The GOAT, c'est John Jones. Même s'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais il s'est dopé, ouais, mais il a pris de la coke, etc. Bon. Je pense pas que ce soit le seul qui soit dopé, et pourtant, il a tous battu. Il a lavé sa catégorie.
Donc pour moi, The GOAT, pour moi, c'est John Jones. John Voilà. Jones. Et bah, du coup, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il soit passé sur une autre catégorie? Là, ça va le faire, Non, c'est high level. Là. je pense qu'il va faire exactement ce qu'il a fait dans sa catégorie initiale, la light heavyweight. Je pense qu'il va laver la catégorie des heavyweights. Je Ah pense. ouais, Ouais, je laver, pense. direct. Ouais, je pense qu'il va faire le taf. Franchement, j'en doute pas. Parce que Mais face à Ngannou. c'est pas, même face à Ngannou, je pense que John Jones est beaucoup plus technique. Beaucoup plus, et tu sais, on dit John Jones, mais quand même costaud, hein, il a pris du poids, hein. Oui, j'ai Et vu, je ouais. pense que ça va être La un gros graphie. heavyweight lui aussi, hein. C'est parce qu'il est très grand, on le voit à Progeline, mais ça va être un heavyweight quand même lourd aussi, hein. Donc moi, je pense que faut s'attendre à ce qu'il fasse la même chose, hein. Ok. Et C'est le plus Stipe aussi. complet. Je pense aussi, ouais, même Stipe, ouais. Il va faire son temps, Stipe, il lui reste plus longtemps, je pense. Je sais pas Ah ouais. si, je sais pas s'ils sont d'accord avec moi, là, ceux qui nous regardent, mais il faut pas prendre des têtes. Euh, oh, j'ai l'impression, on a The Will qui a dit Jones. Quelqu'un d'autre. Ah, apparemment, c'est toi le GOAT. On regarde un petit peu. On a surtout des coucous. Ils sont pas bavards ce soir, hein. Ils sont pas Ah, bavards. bah, non, Ok, ok, bon. En tout cas, je reviendrai vers toi. On va regarder comment ça se passe pour John Jones et je ouais. reviendrai vers toi à ce sujet. Ah, il est perdu à cette occasion. Ah oui, grand plaisir. De temps en temps, on se fait des libres antennes. On se fait des libres antennes histoire de discuter un peu de certains combats qui nous ont marqués. Donc, à Ouais, l'occasion, hein, plaisir. je t'appellerai après John Jones, absolument. Alors, on va faire un petit jeu. T'as d'autres noms de personnes que tu pourrais voir comme The GOAT? Comme The God, d'autres noms. Bon, Euh, deux combattants. bah, on peut mettre Habib, hein. On peut mettre Mhm. Habib. Après, Habib, ce qui est dommage, c'est qu'il a pas beaucoup défendu sa ceinture. C'est ça qui est dommage. Mais bon, il avait battu tout le monde dans sa KT quasiment. Donc, il Mhm. va la défendre. Il y avait qui? Il lui restait Ferguson qui s'est pas fait. Il y avait Charles Oliveira. Sinon, il avait battu quasiment tout le monde. Et ah oui, il y avait Georges Saint-Pierre aussi, quand même. Georges Oui, Saint-Pierre, GFP, mais bon. Georges Saint-Pierre, pour moi, c'est ma vie. On peut le mettre dans c'est The GOAT, hein, Georges Saint-Pierre. Franchement, et ça l'est encore plus parce qu'il a perdu, tu vois. Il a perdu, il est revenu. Oui, Et c'est ça le plus dur. Tu sais, t'avais Ronda Rousey qui avait jamais perdu. On disait c'est The GOAT pour chez les filles. Une fois qu'elle a perdu, on l'a plus jamais revu. Et c'est là que tu vois, c'est ouais, un exactement. champion. Le champion, c'est quand il perd, tu vois que c'est un champion, tu vois. Tant que t'as pas perdu, on peut pas savoir si t'es vraiment un champion. Ouais. Et Georges Saint-Pierre, il a perdu et il est revenu, c'est bon. Il a relavé tout le monde, tu vois. Donc Mhm. pour moi, et en plus, il a pris la ceinture des middleweight, même s'il a pas pris contre le meilleur des middleweight, hein. Mhm. Euh, c'est- je pense que c'était le combat pour la ceinture des middleweight le plus facile qu'on aurait pu faire. Mais il a quand même pris la ceinture des middleweight. Donc pour moi, genre Saint-Pierre aussi, c'est The GOAT aussi, hein. Si je t'en donne un deuxième. Ok. Ok. Donc pour toi, c'est quand on a perdu parce qu'on voit la philosophie, on voit aussi si Parce la que là, personne ouais, elle a bien ouais, la parce que rage et tout. bah ouais, tant que t'as jamais perdu, tu restes dans ton confort, etc. Et quand t'as perdu, tout ton schéma, il se remet en question, tu vois. Tu te croyais invincible. Et c'est là justement que le doute, il rentre en toi et qu'il faut savoir le gérer. Parce que, tu sais, les gens ne s'en rendent pas compte, mais un combat, c'est beaucoup psychologique, c'est mental. Alors que ce soit physique, technique, c'est beaucoup mental. Et c'est là que tu vois ce que tu vaux. Quand tu as perdu, tu te poses des questions, tu reviens en tant que challenger peut-être, etc. Tu vois, c'est là on voit qu'est-ce qu'un vrai champion. Toi, ton coach mental, c'est Hatch ou il y a quelqu'un d'autre? Oh, franchement, moi, j'ai pas vraiment besoin de coach mental, hein. Je suis quand À même quelqu'un dans l'ancienne. la vie de tous les jours qui est très confiant. Quelqu'un de très confiant. Après, c'est sûr que, ouais, Hatch, il nous parle, etc. Il y a un jeu mental. Tu sais, il a une influence mentale sur nous, etc. Il y a Hatch, il y a les coachs, etc. Mais, honnêtement, il y a des coachs mentaux qui m'ont sollicité, etc. J'en ai pas besoin. Je suis quelqu'un de très Tu confiant de base. fonctionnes. Tu fonctionnes à l'ancienne. Avant, ils en avaient pas. Voilà. Ouais, Ils voilà, moi, je savaient suis pas comme ce ça. que c'était. Voilà, c'est pareil. Ok. Voilà, parce que je suis confiant, peut-être trop, je sais pas, mais j'ai toujours fonctionné comme ça, je suis sûr de moi. Je sais pourquoi je combats, je sais
je sais ce que j'ai à faire. Puis voilà, tout simplement. Après, il y en a, ils en ont Et donc, besoin, c'est très bien pour eux, tu vois. Ça a une influence sur eux, ça leur permet d'atteindre des niveaux qu'ils ne pouvaient pas, d'atteindre leur plein potentiel. Je pense que chacun est propre à son propre ressenti par rapport à ça. Et moi, je pense pas en avoir et, besoin. et toi, tu es coach également ou pas? Aujourd'hui, non, je coache pas, je suis à plein temps dans mes entraînements. Voilà. Ok, Ça n'est pas le temps de donner des coachings, etc. Ça c'est ok, déjà arrivé dans le passé, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps de donner des cours. Je préfère être focus à d'accord, 100% je préfère être focus à 100% sur mes cours à moi et ma progression. d'accord, ok. Ah oui, donc là, de toute façon, là, dans les 10 ans à venir, en fait, ça y est, tu sais exactement où tu vas. Bah ouais, parce que franchement, ça prend beaucoup de temps. Si je te donne un peu une journée classique, c'est quoi? C'est je me réveille tôt le matin, je vais faire des soins, donc c'est du massage, parce que tu sais, quand tu t'entraînes régulièrement, tu as pas mal de bobos, etc. Donc je me fais soigner les blessures le matin, 2 fois par semaine. Après, j'enchaîne directement avec le premier entraînement qui est à midi, c'est un entraînement physique. Donc soit c'est du renfort musculaire, soit on travaille sur du cardio. Mhm. Je rentre le midi, je me fais à manger, je déjeune, etc. Je fais un petit break où je me repose pour récupérer. Et j'enchaîne le soir à 19h, deuxième cours, où c'est sport de combat, donc que ce soit MMA, kickboxing. Donc voilà. Donc ça me fait à peu près 2 entraînements par jour, plus les soins à rajouter. Et bah, après, il faut se faire à manger, etc. Ça prend du temps. Et je me fais un petit break dans l'après-midi pour récupérer. Et tu fais attention à ton alimentation, je suppose? Ouais. Avant, je le faisais pas trop. Et là, je suis vraiment à cheval là-dessus. Je fais vraiment attention à mon alimentation. Ça joue sur les performances. Hein. Franchement, il n'y a pas de secret. Comme je t'ai dit, j'ai perdu 21. Moi, j'étais à 105. Désolée, J'étais à il y a un 105. bug. Ouais, ouais, comme je t'ai dit, j'étais à 105 kilos. J'étais pesé à 84. Donc, 21 kilos. Tu les perds pas en mangeant des kebabs. Hein. Faut faire attention à ton alimentation. Et puis, ça joue sur tes performances, hein, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Après, voilà, je ne te mens pas. Juste après ma victoire, je me suis fait plaisir. Pendant 10 jours, j'ai mangé comme pas possible. Hein. Et après, voilà, on a relancé la machine. Hein. On a dit il y aura potentiellement des dates à venir pour un prochain combat. Voilà, apparemment, ma performance, elle a beaucoup de gens, donc ils veulent me faire combattre. Du coup, j'ai repris la jet. Là, je suis en jet, là. Et c'est la Ah bah partie. oui, parce que là, sinon, je t'en prie, je t'en prie. Ouais, je disais, c'est la partie, là, pour moi, pour ma part, je pense pour beaucoup de combattants, la jet, c'est la partie la plus contraignante dans le MMA. Donc, c'est ça le plus relou, quoi. Ouais. Ah, surtout le cutting, hein? Le cutting, ouais, le cutting, c'est ce qu'il y a de plus dur aussi. Ouais. Franchement. C'est dur. Après, je suis honnête avec toi, moi, mon dernier combat, j'ai même pas eu à cutter. Ah, bien. Ouais, mais du coup, c'est les J'avais géré sacrifices la que perte tu de fais poids. tout le long, quoi. J'avais géré la perte de poids et la veille du combat, j'étais pas trop lourd et je me suis endormi avec des couches, quoi. Avec pull, Mm. t-shirt, j'ai eu 2, 3 t-shirts, pull, couverture, on a coupé la clim. Du coup, j'ai sué pendant la nuit. Et ouais, pas eu besoin de cutter. Moi, je fais de la surhydratation avant un combat. Ça me permet de perdre beaucoup d'eau. Donc voilà, ça c'est. J'ai eu la chance de pas avoir eu besoin de cutter. Parce que c'est dur, hein. Le Ok. cutting, c'est dur. Le cutting, c'est On a dur. quelqu'un, on a Yann qui dit que la diète, c'est la mort. Ah, encore, hein. La diète, c'est dur. Hein. Franchement, pour moi, c'était dur. En tout cas. Pour moi, c'était dur, la diète. Je commence à voir les yeux qui se creusaient. Ouais. Et puis même, tu sais, quand tu fais ta perte de poids, etc., et quand tu en prépa, tu ressens aussi sur ton corps que tu es moins fort, tu es moins explosif à une période, etc. Parce que ton corps, il change, tu as moins de muscles aussi, tu perds un peu en muscle. Et ça aussi, ça fait des informations à prendre en compte et c'est perturbant. Tu vois que ton corps, il est moins costaud qu'avant, quoi. Ok. Mais bon, voilà. Bon, bah, très intéressant. On a eu d'autres informations ce soir, un peu plus. Ouais. C'est important, hein. C'est vrai, la diète, tout ça, c'est des choses dont on parle Ouais, rapidement, mais c'est bien d'avoir l'avis, de savoir comment ça se passe, comment vous le vivez de votre côté, quoi.
Hmm. Ok. Alors, on va faire un petit quiz. Ouais. Tu es plutôt Pride ou UFC? Plutôt Pride. Pourquoi? Bah, il y avait, déjà, moi, je suis plus un puriste où il y avait, aujourd'hui à l'UFC, je trouve que tous les combattants se ressemblent un peu. Alors qu'avant, chaque combattant avait sa propre identité et on s'identifie à des combattants, c'est des personnages, tu vois. Aujourd'hui, tu sais, chacun avait sa propre discipline, sa propre spécialité. Alors c'est sûr Oui. qu'aujourd'hui, le niveau il s'est élevé, hein. Je trouve que le niveau aujourd'hui il est bien plus fort à l'UFC qu'au Pride. Mais voilà, t'avais des Fedor, t'avais des Nogueira, t'avais des Arlovski à l'époque, t'avais des, tu vois. Ce qui fait que chacun avait son propre univers. Puis t'avais le show japonais, quoi. C'est Mhm. différent des américains. Donc c'était un vrai show et ce qui fait que ouais, le Pride c'était plus intéressant. Aujourd'hui à l'UFC, je trouve que c'est un peu une machine. C'est un peu une machine où tous les combattants se ressemblent, où c'est un peu mondialisé, globalisé. Et franchement, moi je m'attache pas à ça. Je m'attache à peu de combattants. D'accord. Tous les 2 jours, t'as une nouvelle star avec une nouvelle hype, etc. Ça tourne pas mal avec cette histoire de Covid aussi. C'est aussi lié à ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça Mais a donné la chance à d'autres aussi. Le Pride, c'était quelque chose. Ouais. C'était un autre niveau, je trouve. Par rapport au show, par Ok. rapport. Ouais. Alors, tu es plutôt triangle ou guillotine? Triangle. Triangle, ouais. Ok. Khabib ou John Jones? Voilà la réponse. Ouais, Jones c'est au-dessus, je trouve. Ok. Ngannou ou Gen? C'est dur. Franchement, ouais, je dirais Ngannou. Ngannou, il en a choqué bien plus que Gain pour le moment. Après, Gain, il a tout le temps devant lui, hein. Mais Ngannou, il a fait des choses choquantes, quand même. Le KO qu'il a mis à Overeem, ça a choqué tout le monde, ça, tu vois. C'est clair. Et peut-être que ça, il va le faire. De toute façon, beaucoup de gens pensent qu'ils vont s'affronter bientôt, donc on verra, hein. Ouais. Ouais. C'est dur là. Ouais. On verra. On verra. Ouais. Euh, Tony Jaa ou Jason Statham? Ouais, après, bah, je dirais Tony Jaa. Mais là, on s'éloigne. Pour moi, c'est plus des acteurs que des combattants. Mais je dirais Tony Jaa. C'est vrai, c'est plus des acteurs, oui. Ouais. Effectivement. Tu aimes le cinéma? Ça va. Je suis pas un grand spécialiste, mais ça va. Les Ça va, sports de ouais. combat, les films de combat sans plus? Ouais, ça va. Si, si, si. Il y avait le dernier Hitman que j'avais vu au cinéma, il était bien. J'avais pas kiffé. Oui, il était bien. Ouais. J'avais bien kiffé, ouais. Ok. Madison Square Garden ou Accor Arena La Défense? Franchement, il n'y a pas match, hein. Il n'y a pas match. Madison Square Garden fois 1000. En plus, je passais tous les jours, pendant 2 ans, je passais tous les jours devant Madison Square Garden. Ah, il n'y a pas d'hésitation. Même pas. Même pas La Défense. Désolé, je suis français, etc. Mais ah, faut reconnaître, hein. C'est un autre niveau. Madison. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas eu la chance de voir ce que c'est. C'est un autre niveau, hein. Ok. Et tacos ou KFC? J'aime pas trop les tacos. Tu m'aurais dit un grec, je t'aurais dit un grec, mais KFC. Ouais. Ok. Ok. Bon, bah voilà. C'était cool. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu as un message à transmettre, par exemple, à ceux qui veulent se lancer dans le MMA, par exemple? Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup qui posent des questions. Bah, tu sais, ceux qui sortent dans les MMA, il y en a plein, ils ont la question de ouais, je dois commencer par quel sport? Ça, c'est la question qui revient toujours. Tout le temps. Commencez par le MMA. Allez vous entraîner, puis après, vous trouverez votre style. Donc, ouais, il faut s'entraîner et il faut être sérieux, tout simplement, hein. Y a rien d'autre qui paye, il n'y a que le travail qui paye. Voilà. Il faut travailler, il faut prendre son temps, il ne faut pas sauter sur toutes les opportunités. Et il faut aller dans une équipe où vous serez encadré. Beaucoup de gens se demandent, ouais, il faut que j'aille dans quel club, quelle équipe, etc., où j'aurai le plus de chances de percer. Ça marche pas comme ça. Tu peux percer dans n'importe quel club. La preuve, Mansour Barnaoui, hein, il est resté dans son petit club. Pour autant, il n'est pas rentré dans une grosse structure et pour autant, voilà, c'est un des Français qui a le mieux réussi. Si ce n'est pas celui qui a le mieux réussi, je pense, pour moi. Donc, il n'y a pas de secret. Il faut juste travailler, être sérieux et voilà.
Il n'y a que le travail qui paye. En allant tous les jours à l'entraînement, on verra les progrès et tu auras ta chance. Voilà. Ah bah super. Merci beaucoup parce que c'est le genre de questions qu'on reçoit. C'est génial. C'est des questions qui viennent tous les jours et à force, ça devient fatigant parce que lance-toi et tu verras. Puis il faut faire tes propres erreurs aussi. Moi, c'est ce que je pense. Hein. Faut qu'un combattant, faut qu'il fasse ses erreurs. Hein. Ça va rendre meilleur. Ça fait partie de la construction du combattant. Et justement, c'est là qu'on voit si t'es fait pour ça ou non. C'est quand t'as fait ton erreur, c'est que tu reviens ou pas. Tu sais, t'en as plein qui font un premier cours. La sélection assez vite. Hein, t'en as plein qui font un premier cours d'essai en MMA, etc. et qui reviennent plus jamais. Parce que voilà, ils se sont rendus compte que c'est quand même peut-être trop dur. C'est pas un sport donné à tout le monde. Hein. Franchement, pour en faire en compétition, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde peut-être faut avoir la volonté de le faire. Ok. Alors, il y a un petit truc là. Je vois plusieurs personnes. J'ai vu Kevin, Oumar notamment et Pablo KSF qui parlent d'un coude. Oui, le coude. Ah, les enfoirés. Tout à l'heure, je vois ça passer. Je vais t'expliquer cette petite anecdote. En fait, Kevin Oumar, c'est un combattant de la Hatch Academy aussi. C'est un bon pote à moi. C'est lui qui m'a accompagné pour mon combat. Donc, il m'a coaché. Oui, et en fait, il se fout de ma gueule avec l'équipe de Marseille, hein, parce que pendant l'UE Warrior, on avait le shooting photo à faire, hein, 3 jours avant le combat. Tu sais, pour l'orga, on fait un shooting photo. Et le photographe, il me demandait de faire des mouvements, etc. Pour la photo, quoi, tu vois, pour les vidéos. Et j'étais un peu nonchalant, j'avais pas trop envie de faire ce shooting aujourd'hui. J'étais avec la diète, etc. J'étais fatigué. J'avais vraiment pas envie de faire le shooting. Et à un moment, le photographe, il me dit, vas-y, mets-moi un coude et je le prends en photo, tu vois. Et j'avais pas trop envie de le faire. Et j'ai dit, ok, vas-y, je te fais un coude. Et j'ai fait un coude qui était un peu éclaté, hein, j'ai réfléchi. Je pense qu'il l'avait partagé sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait un vieux coup de coude tout bidon. Et il y a tout le monde qui s'est mis à rigoler. Ils étaient morts de rire parce que mon coup de coude, il était nul. Il n'était pas académique. Et même le photographe, il était mort de rire. Et ils sont bien foutus de ma gueule et je leur disais, vous allez voir les mecs. Parce que même les fighters, ils se foutaient de ma gueule. Et je leur disais, vous allez voir. Foutez-vous de ma gueule sur mon coude. Mais le soir du combat, je vais mettre des coudes. Vous allez voir. Bah, pendant mon combat, il y avait un petit grand impound, j'avais mis 2-3 coudes, peut-être, je crois. Et à la fin de mon combat, quand j'ai gagné mon combat, bah, je me suis foutu un peu de leur gueule. Et pendant la célébration, quand il y avait le photographe et la caméra, j'ai fait ça, tu vois, 2 coups de coude. C'est pour ça. Il était mort de rire. Il était mort de rire par rapport à ça. Mais il valait mieux que ça passe lors du combat. C'est pas grave, la photo. Ouais, voilà. Voilà, c'était pas académique sur la photo, mais c'est passé pendant le combat. Ouais. D'accord. Non, parce que c'est ça qui est drôle souvent dans lors des lives. Bon, certains posent des questions, mais je vois passer en fait pas mal d'interactions avec des blagues, etc. Ah ouais. Et là, depuis tout à l'heure, j'en ai vu plein. Hein, je les ai pas relevés, mais. Moi, je réponds à tout le monde s'il faut, hein, pas de problème. Il y a eu quelque chose sur orateur aussi. Non, sur franchement, orateur. Orateur. Ah, oui. Je sais pas si tu as vu passer. Il y a eu. C'était marrant aussi. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci à vous tous, en tout cas. On se revoit bientôt, j'espère. J'espère qu'on se revoit après toutes ces histoires. Pour ma prochaine victoire, j'espère. Ah bah oui. C'est même pas j'espère, c'est tout. Hein, prochaine victoire. Ça va. On part positif. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis à très, très vite. À la prochaine. Salut. Bye bye. Bye.